Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'enlèvement d'enfants, de séquestration, de torture et de meurtre. Et oui, on va parler du nouveau film de Blumhouse qui s'appelle Black Phone, un film d'horreur. Let's go! Donc ça y est, on y est, Black Phone sort au cinéma. Donc Black Phone c'est quoi? C'est un film produit par Blumhouse Productions. Donc Blumhouse c'est Jason Blum, donc c'est la boîte de Jason Blum. Donc c'est un mec en fait qui produit plein de films d'horreur tous les ans. Alors il met plein de pognon, il lâche plein de pognon pour produire plein de films. Et dans tout ce qu'il produit, il y a des grosses bouses, on va pas se mentir, et il y a aussi des pépites, vraiment des trucs superbes. Donc là en l'occurrence, eh bien, il sort un nouveau film qui s'appelle Black Phone. Ça sort au cinéma, et d'abord on va regarder quelques images. Et en quelques lignes, vraiment en 2 mots, 3 lignes, je vais vous expliquer de quoi ça parle sans rien spoiler. Donc l'histoire de Black Phone se déroule en 1978 dans une petite ville du Colorado où plusieurs disparitions d'enfants ont eu lieu. Donc en gros, il y a un kidnappeur, un mec un peu bizarre, une sorte de serial killer qui rôde quelque part dans cette ville. Et donc les enfants ont super peur, ils font super gaffe, etc. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre Finn, qui est un jeune adolescent de 13 ans. Donc c'est un petit gamin qui est timide, intelligent, mais aussi qui est le souffre-douleur un petit peu de ses camarades de classe et de ses camarades d'école, quoi. Et donc un jour, Finn va se retrouver dans les mains de ce kidnappeur, il va se retrouver enfermé, kidnappé, séquestré, etc. Et on va voir comment ça va se passer face à ce kidnappeur qui a vraiment une allure très inquiétante. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de la critique, je vais vous demander de lâcher un tout petit pouce, un tout petit like, un tout petit truc, un tout petit commentaire, voire un tout petit abonnement. On peut en tout cas essayer de lâcher un petit truc, ce serait super cool, parce que la chaîne est en train de grimper tout doucement. Alors c'est qui va piano va sano, mais voilà, ça grimpe tout doucement, et donc ce serait vraiment super cool de lâcher un petit abonnement, et puis peut-être qu'un jour vous pourrez dire, moi, les abonnements là, j'étais parmi les premiers. Vous voyez la chaîne là qui a 70 millions d'abonnés? Et ben j'étais parmi les premiers. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit truc, ce serait super cool. Et nous, on repart sur la critique. Donc la toute première partie de cette critique va être sur la réalisation. Donc ce film a été réalisé par Scott Derrickson. Donc Scott Derrickson, c'est un réalisateur qui a déjà réalisé pas mal de choses, notamment dans l'horreur. Il a réalisé L'exorcisme d'Emily Rose, donc film assez flippant quand même, très flippant, qui était vraiment bien. Il a réalisé Le jour où la Terre s'arrêta, avec Keanu Reeves, ça c'est pas terrible, ça c'est pas la peine de voir. Il a réalisé Sinister, donc Sinister c'est un super film, donc ça franchement si vous l'avez pas vu, foncez voir Sinister, génial. Il a réalisé Délivre-nous du mal, et il a réalisé aussi Doctor Strange, donc le tout premier Doctor Strange. Et il devait également faire Doctor Strange numéro 2, donc Into the Madness of Multiverse, si je me rappelle complètement du titre. Donc c'était ça. Et en réalité, je crois que c'est en janvier 2020, il a été évincé par Marvel du projet pour... alors comment ils appellent ça? Ils appellent ça différence créative, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, en gros, il est parti du projet en janvier 2020, et il a pu directement se consacrer à Black Phone et travailler sur son nouveau projet directement, il a enchaîné direct. Donc il est parti sur la création de ce film, Black Phone. Donc clairement, le gars, il a quand même pas mal d'expérience, et au niveau technique, il est très bon. Là, dans ce film, au niveau technique, c'est vraiment top, il y a des scènes super sympas, il y a des scènes de plans séquences qui sont vraiment bien, notamment autour du collège, parce que c'est un peu centralisé dans une ville, mais plutôt dans un quartier où il y a un collège, etc., une ville de banlieue américaine, une banlieue très éloignée quoi. Il fait plusieurs choses intéressantes, notamment des plans séquences. Quand les gamins sortent du collège, des fois on les suit en plan séquence pour un petit peu l'immersion, pour un petit peu faire monter un petit peu la sauce aussi, parce que on sait qu'il y a un rôdeur dans le coin qui se promène comme ça, un kidnappeur, etc. Et on voit très rapidement qu'en fait c'est un camion qui se déplace, un camion noir un peu bizarre. Et donc en fait on est comme ça en plan séquence, on suit des élèves, on suit les mecs, des gamins quand ils deviennent un petit peu isolés, quand ils sont tout seuls, on commence à les suivre. Donc ça c'est bien fait, niveau technique c'est très bien réalisé. Parfois on arrive quand le danger se pointe, le danger devient un peu flou au loin, on reste fixe sur l'élève en question qui est potentiellement une cible, potentiellement une proie, etc. Donc techniquement c'est très bon. Au niveau de la cinématographie, donc au niveau du chef-op, du directeur photo, c'est très bon aussi. On arrive vraiment à créer un truc très années 60, fin 70-80, parce que le film se passe en 78, et ils arrivent vraiment à mettre ça en place, je trouve, même au niveau de l'image, au niveau de la texture de l'image, il y a vraiment cette texture d'époque que je trouve qui transparaît parfois sur certains plans, notamment dans les plans d'intérieur, dans les maisons, etc. Enfin, dans la maison en tout cas des gamins, je trouve que c'est vraiment très marqué. Au niveau technique, il n'y a vraiment rien à dire. Scott Derrickson, il maîtrise à fond, son équipe technique elle maîtrise à fond, donc sur tout ça, c'est très bon.
En revanche, sur la mise en scène, qui est, on va dire, le fait de faire ressentir au spectateur des émotions, donc notamment on est dans un film d'horreur, donc des émotions plutôt d'horreur, des émotions plutôt d'angoisse, de peur, etc. Là, c'est très 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 léger. Là, pour moi, c'est même pas du tout suffisant. Il y a un gros déficit là-dessus, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur et il n'y a pas d'horreur. Enfin, ça fait pas peur. Il n'y a pas des moments où il y a des petits moments de chair de poule, etc., où on va avoir un petit peu peur, comme ça, on se dit putain, là, il va y se passer ça. Pas vraiment. Donc, hormis 2-3 jumpscares qui font sursauter clairement, elles fonctionnent. Les jumpscares, elles sont bien foutues, elles fonctionnent à fond. Enfin, il a l'expérience, parce que dans Sinister, il a quand même utilisé les jumpscares pas mal de fois, et ça fait vraiment, c'était assez prenant. Donc les jumpscares, elles fonctionnent à fond, certes. Il n'y en a pas des masses, il y en a 2 ou 3, on va dire. Donc ça, ok. Mais le reste, pour moi, il n'y a pas l'angoisse nécessaire qu'il devrait y avoir dans un film d'horreur. Il n'y a pas l'horreur déjà, donc ça c'est pas possible. Il manque plein de choses. Au niveau au niveau de la mise en scène de ça, il manque plein de choses. Donc, parce qu'après, oui, c'est peut-être aussi au niveau scénar que ça pêche au niveau de l'horreur. Donc, en tout cas, au niveau de la réal, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était bien foutu, même si il manque cette angoisse, il manque cette chape de peur en fait à mettre au-dessus d'un film d'horreur. C'est dommage, mais la réal technique est vraiment très 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 bonne et ça rattrape beaucoup beaucoup de choses. Et donc je vais mettre à ce film, et notamment à la réalisation, je vais lui mettre la note de 13/20. Pour la deuxième partie de la critique, nous allons comme d'habitude nous attaquer au scénario. Alors le scénario, à la base, il avait un postulat qui est très bon, même s'il est assez simple dans le sens où voilà, c'est du kidnapping d'enfants, enfin on a déjà vu ça 150 000 fois, certes. Parce que si vous voulez, dans le film, ça dépeint une Amérique un petit peu grise, dans le sens où les gamins, ils se font violenter à l'école, ils se font taper dessus par les plus faibles, se font taper dessus par les plus forts, mais visiblement, c'est présent tout le temps à l'école, tu vas aux toilettes, tu vas ceci, tu vas cela, tu peux te faire taper sur la gueule par les plus forts. Il y a la violence domestique à la maison, avec des parents potentiellement alcooliques, etc., qui tapent sur les gosses, donc il y a des violences à l'école, à la maison, et puis il y a kidnapping d'enfants, avec séquestration, machin, etc., voilà, il y a un beau panel de violence dans ce film. Donc tout ça arrive à mettre une atmosphère assez lourde et pesante, en tout cas dans le récit, ou plutôt dans l'univers du récit, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel le récit va se dérouler, dans lequel la quête du personnage principal va se dérouler. On a comme ça un univers qui est pas super joyeux, parce que franchement, à part avec sa sœur, il rigole un petit peu. Bon, le reste, il a pas l'air de trop se marrer, le gamin. Mais le truc pour moi qui va vraiment vraiment manquer dans ce scénario, c'est une scène importante, c'est-à-dire une scène choc, une scène, je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme dans Scream, par exemple, au tout début de Scream, où le personnage du tueur va tout de suite lapider Drew Barrymore, et faire un truc ultra gore, les parents rentrent, Drew Barrymore elle est pendue à un arbre et tout, et là en fait on a vraiment une scène choc, donc déjà qu'on retient, alors que là dans Black Phone, honnêtement, il n'y a pas une seule scène un peu choc qu'on pourrait retenir, parce qu'il n'y a rien de spécial. Et puis dans Scream, en fait, ça te met tout de suite dans l'ambiance, pour te dire, ok, donc le tueur, c'est un psychopathe, c'est un taré, faut pas le croiser parce qu'il va nous trucider. Là, en l'occurrence, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de scène ultra gore ou qui fait super peur, ou un peu démentiel, ou un peu le tueur, on voit qu'il est complètement taré ou autre. Et on n'a pas ça. Donc en fait, il fait pas vraiment peur, le tueur. À part le fait de mettre des masques ultra chelous. Donc ça, par contre, c'est classe. Les masques, ils sont ultra classe, c'est clair. Mais il a des masques très bizarres, qui changent en fonction de son humeur. Donc ça, c'est bien. C'est même visuellement, pour l'esthétique du film, c'est super. Pour l'esthétique de l'affiche, ça marche. Pour le marketing, c'est parfait. Mais pour l'histoire, en fait, à aucun moment, le mec, il est taré, quoi. À aucun moment, on se dit, putain, si je le croise, j'ai pas envie de le croiser la nuit dans une ruelle. Bah... à part le masque, il n'y a rien d'autre, quoi, en fait. Donc il n'installe pas une peur constante autour de lui. Il est bizarre, certes, il est bizarre, donc on peut se dire, ouais, peut-être qu'il peut péter un câble à un moment donné, mais pas plus que ça. Donc ça, c'est dommage au niveau de l'écriture du scénar. Ce tueur aurait mérité beaucoup plus de consistance et d'être beaucoup plus fou. Quand on a un protagoniste qui est intéressant comme le gamin, il est bien écrit, et c'est plutôt pas mal l'histoire du gamin avec sa sœur, avec son père, etc. Ça c'est bien foutu, mais il faut un antagoniste qui soit à la hauteur. Et donc là, à part visuellement et un petit peu grâce au charisme dégagé par Ethan Hawke, il n'y a pas, c'est pas Jason, quoi, le mec, Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage pour ça. Tout à l'heure, dans la partie spoiler, je rentrerai un peu plus dans les détails sur le scénario, sur quelques trucs qui m'ont vraiment fait tiquer.
notamment par exemple au niveau du tueur. Et voilà, je décortiquerai un petit peu plus certaines choses qui méritent d'être décortiquées, mais pas là, parce que là on est dans la partie sans spoil. Mais dans la partie spoiler, on en parlera parce que ce tueur, il manque plein de choses. Et donc pour cette raison, et pour toutes les raisons que vous ne savez pas si vous n'allez pas voir la partie spoil, je vais mettre au scénario une note qui va vraiment pas être terrible, donc tant pis, mais vraiment il y a tellement de choses à discuter entre spoilers, et qui réduisent vraiment la note que voilà quoi. Donc tant pis, mais ce scénario aura la note de 8 sur 20. Alors concernant la troisième partie de la critique, nous allons parler des acteurs. Et les acteurs, en gros, il y a 3 principaux acteurs dans ce film. Donc il y a le petit, donc le gamin, le héros en fait, qui est interprété par Mason Thames. Nous avons sa sœur, qui est interprétée par Madeleine McGraw, donc qui est sa petite sœur. Et nous avons le méchant, alors c'est pas un spoil de vous dire que c'est Ethan Hawke, parce que de toute façon, il n'apparaît pas plus que ça dans le film, hein. En fait, c'est le méchant, voilà, point. Donc Ethan Hawke. Et donc nous avons ces 3 persos principaux, alors nous avons également 2-3 autres personnages qui gravitent autour, des parents, des machins, des profs, des policiers, etc. Mais on les voit pas beaucoup, donc grosso modo c'est quand même ces 3-là. Et ces 3-là tiennent le film vraiment sur leurs épaules, et surtout qu'ils sont très bons. Alors d'abord, Mason Thames, ce gamin, il joue super bien. Il a le rôle principal du film, il est très bon, il joue le rôle d'un gamin de 13 ans. Donc ce gamin joue vraiment très bien, il joue juste, il est subtil, il montre qu'il a peur mais sans en faire trop. Enfin vraiment, il n'y a rien à lui reprocher. Son jeu d'acteur est très bon, donc je pense qu'on le reverra à mon avis dans peu de temps, dans plein de trucs ce petit, parce que là il nous montre que voilà, il joue très bien pour un gamin. Sa sœur, donc jouée par Madeleine McGraw, alors elle est excellente. Vraiment, elle est excellente, elle a un petit côté badass, elle dégage un petit truc. En plus elle est super jeune parce que je sais pas, elle doit avoir peut-être 10 piges la gamine, et voilà, ça joue vraiment très bien. Des fois j'ai du mal avec les enfants parce que c'est vrai que parfois on a des enfants qui jouent vraiment moyennement, mais là les deux petits qu'ils ont pris, ils sont excellents. Donc ça c'est un très bon point pour ce film, niveau acteur ça joue bien. Et puis on a Ethan Hawke, vous connaissez tous Ethan Hawke, donc Ethan Hawke il est comme d'habitude excellent. Il a beaucoup de charisme, on voit pas trop son visage, enfin on voit quasiment pas son visage d'ailleurs parce qu'il a tout le temps le masque, le machin, etc. Mais il arrive quand même à dégager un truc, il a son charisme naturel qu'il arrive à émaner de son personnage quoi, et en fonction des différentes scènes, parce que des fois il est étrange, inquiétant, et des fois juste étrange tout court. Donc il arrive à dégager ça, Ethan Hawke, et enfin voilà, cet acteur de toute façon c'est pas un monstre d'Hollywood pour rien. Donc pour tout ça, je vais mettre à l'ensemble du casting, même si le casting se réduit qu'à 3 personnes, quasiment, avec un petit peu le père, mais bon, quasiment qu'à 3 personnes, je vais mettre la note de 14 sur 20. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, ma note subjective. Donc ma note, c'est mon avis perso. Donc là, il n'y a aucune objectivité, on est d'accord, puisque ça s'appelle la note subjective. Donc là, c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en voyant ce film, et ce que moi je pense du film, sans être, en étant totalement détaché de tout ce qui peut être technique, ce qui peut être jeu d'acteur, etc. Ce que moi j'ai pensé de ce Black Phone, très honnêtement, j'ai été assez déçu. Assez déçu parce que j'attendais de Scott Derrickson peut-être un peu trop, c'est vrai. Je me disais, le mec, il a fait Sinister, que je trouve vraiment excellent. Et là, j'attendais un truc comme ça, j'attendais un truc un peu badass, un truc qui fait peur, un truc hyper angoissant, etc. Et je l'ai pas du tout eu, parce que, très honnêtement, ça ne fait pas peur, j'allais dire du tout, mais quasiment pas peur du tout, quoi. Donc si vous enlevez les jumpscares, ça fait pas peur. Donc ça, c'est quand même un très gros problème, parce que quand je vais voir un film d'horreur, j'attends de l'horreur, en fait, j'attends d'avoir peur. sinon je vais voir autre chose. Et puis il y a plein de scènes un petit peu enfantines en fait entre les différents élèves là, où je sais pas, le film il est interdit aux moins de 12 ans, donc t'es pas obligé de faire des scènes avec des trucs très gamins quoi, donc ça m'a un petit peu, et à chaque fois que je voyais ça en plus je sortais du film, donc ça me cassait un petit peu l'ambiance, donc ça c'est dommage, ce qui fait que le film j'ai pas trop aimé, hein, en vérité je veux vous le dire, j'ai pas trop aimé ce film là, je m'attendais à un truc très flippant, et puis finalement j'ai eu du ultra soft. Donc voilà quoi. Et maintenant je vais prendre juste 2 minutes pour faire du spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vais vous mettre un timecode ici, là, pour aller à la fin de ma partie spoiler, comme ça vous aurez aucun spoil. Et puis vous pourrez voir la note finale de la critique, en faisant la moyenne de tout.
Mais pour l'instant, on va faire un petit peu de spoiler, donc pour ceux qui veulent rester, qui n'ont pas vu le film, qui veulent rester, pourquoi pas, vous pouvez. Et pour ceux qui ont vu le film, eh bien, n'hésitez pas à rester aussi, parce que là, ça va être la partie spoiler, donc la partie peut-être qui va vous intéresser. Et peut-être petite pause, il fait extrêmement chaud, c'est la canicule, je suis en train de crever sous les spots. J'ai 2-3 lumières là, je suis en train de mourir. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc on reprend. Donc surtout, timecode. Timecode pour ceux qui veulent pas rester pour les spoilers. Vous avez le timecode pour aller à la suite. Pour les autres, restez. Parce que on va parler entre nous, entre spoilers, entre personnes qui ont vu le film, ou entre personnes qui ont envie de se gâcher le film. C'est possible aussi. Alors déjà, première chose, pourquoi, d'un seul coup d'un seul, comme ça, Finn, il a des visions. Enfin, d'où ça sort Ça, je sais pas. Je sais pas au niveau du scénar comment ils ont foutu ça. Mais ok, alors ok, sa mère, elle avait apparemment des visions, etc. Ok, sa sœur, elle a des visions. Ok, pas de problème. Donc Finn, potentiellement, il peut en avoir. J'accepte, ça, pas de problème. Mais tu nous les sors pas comme ça au bout de... Je sais pas, quand le film... en fait, quand le gamin, il est enfermé dans le sous-sol, c'est au bout d'au moins 20-25 minutes de film. Là, comme ça sort du chapeau. C'est pas possible. Je sais pas, il aurait fallu préparer un tout petit peu à l'avance. Pas grand-chose, mais par exemple, quand sa sœur se fait battre par son père, que le père, il est là en train de la fouetter avec la ceinture, etc. Et qu'après, elle pleure, machin, et elle va rejoindre son frère quand il est devant la télévision, et qu'elle vient, et elle se met comme ça sur son épaule, etc. Et là, en fait, c'était le moment rêvé. Il fallait juste que Finn, par exemple, il ait juste une petite phrase, tu rajoutais juste une ligne dans le scénar, où il dit juste un truc du genre, c'est tout con, enfin, je sais pas, mais je suis pas dialoguiste, mais tu vois, il aurait pu dire un truc du genre, tu devrais pas en parler. Tu vois, il dit juste à sa sœur, par exemple, tu devrais pas en parler. Terminé. En fait, juste dire ça. Et là, on aurait compris qu'en fait, ouais, d'accord, ça veut dire que juste avant, eh bien, ils nous ont donné un tout petit indice, parce que le gamin, bah, en réalité, il a des visions, mais depuis le début, il en parle pas. Depuis le début, il dit rien, etc. Et donc là, c'est moins choquant. En fait, là, il a des visions, ok, mais ils nous ont préparé, parce que un petit peu avant, il y a cette petite phrase qui, en fait, avait un double sens. Donc, c'était pas juste un conseil pour sa frangine, c'était, tu vois, hop, quand on y repense, en fait, on se dit, ah ouais, putain, mais en fait, il a des visions depuis tout le temps, mais il en parle jamais. Ok, donc là ça devient crédible en fait, que le téléphone sonne, qu'il réponde, qu'il entend des trucs, qu'après il voit même les mecs, les anciennes victimes, etc. Ça passe. Mais pas comme ça. Là ça. Hop, là le gamin en fait il a rien, il est pas concerné par les visions, machin, et d'un seul coup, quand il y a besoin en fait, quand il y a besoin pour que le protagoniste puisse survivre à l'histoire, tac, on lui donne des petites visions, le téléphone sonne, il répond, machin. Non, enfin moi franchement, là-dessus je me suis dit mais ça sort d'où? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça déjà, j'ai pas aimé du tout cette partie-là. Et toujours concernant cette petite chose des visions, etc., par exemple, on voit sa frangine à un moment donné qui est habillée, alors là c'est très optionnel, mais ce qu'ils auraient pu faire quand même, c'est aussi de donner une toute petite origine à ses visions, c'est-à-dire que par exemple, à un moment, sa frangine, elle est habillée en indienne. Quand elle est dans la rue, etc., elle est habillée en indienne. Et donc, il suffisait juste de nous montrer à un moment donné, ok, t'as pas besoin de me le dire, don't tell, show me le truc, ok. Donc tu veux pas me le dire, tu me le montres. Tu me montres juste une photo de la mère, parce que la mère, c'est elle qui est concernée par les visions, etc. Tu me montres juste une photo dans la maison familiale. Tu me montres une photo de la mère où tu la vois par exemple en indienne, et là, dans l'imaginaire du spectateur lambda, il se dit, ah ok, en fait leur mère, elle était d'origine indienne. Donc d'origine indienne, on sait qu'il y avait potentiellement chez eux des chamans, des trucs, enfin voilà, ils font appel à des trucs un peu spirituels, etc. Voilà, ça nous donnait pas l'explication des visions de la mère, mais on avait un petit truc à clignoter, quoi. On se disait, on aurait pu réfléchir ensuite après le film et se dire, ah ouais, en fait, peut-être que les visions de la mère, ça vient de ses origines indiennes, ok. Mais en fait, là, même pas. Donc c'est dommage, parce que comme la gamine, elle est habillée en indienne dans la rue, à un moment donné, c'est pas pour rien. Je veux dire, dans le scénario, c'est marqué qu'elle est habillée en indienne. Derrière, t'as la déco, t'as la costumerie, etc., qui se démerde à lui trouver un truc en indien. Voilà, tu pouvais nous apporter ça. Ou alors, ou par exemple, celui qui se fait traiter de Chicano, là, qui sait se battre, quand il rentre dans les chiottes et qui vient défendre Finn, qui est en train de se faire emmerder, et ben il avait juste à dire, à un moment donné, si tu veux pas nous montrer la photo de la mère, par exemple, juste le gamin, qui a l'air, lui, d'être indien, eh bien, il aurait pu juste balancer un petit truc là-dessus, en disant, l'autre lui dit merci, Finn lui dit merci, et lui, il dit un truc du genre, c'est normal,
entre cousins, ou c'est normal entre frangins, ou c'est normal, on a des origines, enfin, bon, c'est un peu bidon ce que je te dis, mais il aurait pu faire une allusion pour nous faire penser que il vient pas le défendre juste parce que, comme ça, par hasard, il vient le défendre aussi parce que Finn a des origines indiennes, par exemple. Ça aurait pu être ça. Je sais pas, tu peux inventer n'importe quoi. Mais tu peux, en fait, venir agrémenter un petit peu ce scénario, mettre des petites paillettes de trucs intéressants, en fait. C'est pas fait. Donc ça, c'est dommage, encore une fois. Le truc indien, là, c'est un peu mon délire à moi, mais c'est dommage, que je pense que c'était intéressant de le faire. Et enfin, toute dernière petite partie spoiling de cette partie spoiler. Pourquoi Ethan Hawke fait ça? Juste, à aucun moment on nous le dit. Je comprends pas, encore une fois. C'est quoi ce scénario, les gars? Je veux dire, on a un mec, ok, il met des masques chelous, il enlève des gosses, il les séquestre, et apparemment après il les bute et il les enterre à côté. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-nous juste, donnez-nous juste une raison. Pas juste comme ça, un fait. Tous les tueurs dans les films d'horreur intéressants, ils ont des raisons ou alors un tout petit morceau d'explication. Par exemple, je sais pas, vous prenez Vendredi 13, Jason. Jason, il tue parce qu'il veut se venger des moniteurs de colo qui l'ont pas surveillé dans sa jeunesse et il s'est noyé. Alors je sais, dans le 1, c'est pas lui, etc. Il y a l'histoire avec sa mère, certes, mais ça part de ça à la base. Il a une raison, il a un mobile en gros, Jason. Vous prenez Freddy Krueger. Freddy Krueger, il est en train de se venger sur les descendants des gens qui l'ont brûlé vif, voilà, en gros, je sais plus combien d'années auparavant. Il a une raison. Michael Myers, oui, ok, le mec, il a pas trop de raison, mais sa raison, c'est, on nous dit, voilà, c'est le mal incarné, voilà, c'est le diable, quoi, le mec, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, c'est le mal incarné. Bon, bah, c'est léger, mais c'est sa raison quand même. Vous prenez Sinister, par exemple, et là, c'était Scott Derrickson, donc c'est le même réal, il avait donné une raison à ce qui se passe dans Sinister. On nous explique que c'est une sorte de démon, etc., un petit peu antique et tout. Il y a une explication. Là, pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. En fait, on n'en sait rien. Pourquoi il fait ça? Quelles sont ses raisons? Voilà. Enfin, et je sais pas. Mettez juste un petit élément à un moment donné. Dites-nous juste, par exemple, je sais pas, il vient de sortir de l'hôpital psy. J'en sais rien. Mais là, il y a rien. Il y a que dalle. Pourtant, ils mettent son frangin en plus dans le truc. Donc son frangin, déjà, il sert à rien du tout dans l'histoire. Il sert à que dalle. Peut-être à un moment donné, quand il se fait buter, à dire regardez, il est méchant parce qu'il va jusqu'à tuer son frère. C'est à ça que sert son frère, sérieux? Sinon, il sert à que dalle. On sait même pas pourquoi les flics viennent le voir à un moment donné. Donc, bref, il sert à rien. Il est en train d'enquêter sur cette affaire. Pourquoi son frère enquête sur cette affaire? C'est quoi, c'est un détective privé, son frère? Pourquoi il est passionné par cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis, vu qu'on met en scène son frère, eh ben, à un moment donné, il aurait pu dire un truc en disant qu'il avait un frère qui était malade, par exemple, tu vois. Mais même pas. Donc en fait, on a zéro explication sur le pourquoi du comment. Putain, les gars, vous faites un film d'horreur, vous avez, je sais plus combien de budget, je crois que c'est 18 millions. Putain, les mecs, écrivez ça un peu mieux quand même. Bon, bref. Voilà, je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité, j'en attendais trop. Bon, c'est pas grave. On va clôturer la partie spoiler et on va revenir à la partie non spoiler. Donc on revient à la partie non spoiler. Hop, le timecode il est remis normalement, c'est bon. Vous êtes de retour si vous n'avez pas vu le film et ou que vous n'avez pas voulu vous faire spoiler, etc. Vous êtes de retour. Donc on reprend. Donc là je viens dans la partie spoiler un petit peu de démonter le film. On va pas se mentir. Parce qu'il y a vraiment des trucs, je ne comprends pas comment ça peut être écrit comme ça, alors que voilà, il y a un bon budget dans ce film. Enfin voilà, je crois qu'il y a presque 20 millions, donc ça va être entre 18 et 20 millions de dollars. Donc il y a quand même un petit budget intéressant. Bref, donc vraiment, j'ai pas du tout aimé ce film, dans le sens où je suis extrêmement déçu parce que j'en attendais beaucoup plus, et que ça ne m'a quasiment jamais happé. Je n'ai jamais eu peur, j'ai jamais vu d'horreur. Et j'ai jamais vu de justification à plein de choses, en plus. Donc, la note personnelle va être très mauvaise, je suis désolé, et c'est bien dommage, parce que c'est un film, voilà, que... J'aime bien les films d'horreur, donc ça me fait chier. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc je vais lui mettre la note de 5 sur 20. Oui, je sais, c'est très sévère, je sais, mais c'est parce que c'est du gros gâchis pour moi, c'est... Il y avait tellement moyen de faire 1000 fois mieux, et donc, voilà. Tant pis, ce sera le 5 sur 20, tant pis.
Et donc ça nous fait une moyenne de tout ça de 10 sur 20, donc ça quand même, heureusement qu'il y a la technique derrière et qu'il y a des super acteurs pour rattraper le truc, parce que vous savez, mes critiques en fait, c'est pas que ma note perso, c'est l'ensemble du truc, donc c'est l'ensemble de la réalisation, le scénario, les acteurs et ma note perso, parce que s'il y avait que la note personnelle, vous avez bien compris que c'était une catastrophe, donc heureusement que tout ça vient essayer de rattraper ma note subjective, que l'objectif rattrape le subjectif. Merci à tous de m'avoir regardé encore une fois, d'avoir encore une fois regardé cette critique. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces, des machins, des commentaires, des abonnements, ce serait super sympa, ce serait super cool. Et j'espère qu'on va se revoir très très bientôt pour une nouvelle critique, j'en suis persuadé d'ailleurs, parce qu'il y a quelques films là, qui vont arriver, qui ont l'air pas mal du tout. Donc on va se regarder ça, et donc on se revoit très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!